Salut et bienvenue dans Face à Pierrot. J'ai l'impression que j'en fais tous les jours. La première question de la semaine est d'Anatole du 49. Pensez-vous que les gens en général sont de plus en plus aigris par rapport à votre jeunesse? Je sais pas quelle jeunesse il parle. Je sais pas ce qu'il voulait dire par rapport à avant. Je pense qu'il y a un avant et un après Twitter au niveau du comportement des gens. C'est évident que Twitter a libéré la parole, et bon, quand tu libères la parole, tu libères aussi la parole des plus cons et des plus haineux. Et puis d'une manière générale, la société aujourd'hui ne permet plus rien, ne permet plus d'avoir un avis plus ou moins tranché, ne permet même plus de faire de l'humour. Donc c'est sûr que par rapport à il y a 10 ans, aujourd'hui ça n'a rien à voir. Et très sincèrement, je le regrette. Maxime Dutertre me dit: quel est ton avis sur les joueurs qui signent au Brésil? Bonne destination pour toi, mieux que l'Arabie Saoudite ou la LMS. Je pense qu'il y a un facteur qui joue avec le fait d'aller jouer au Brésil, c'est que c'est le Brésil justement, c'est que ça fait rêver les footballeurs. Le Brésil, c'est le pays du foot, et c'est vrai que quitte à tenter une expérience, alors après je sais pas du tout ce qu'il en est au niveau des salaires. J'imagine que si un Payet ou un Depay ils vont, c'est ils s'y retrouvent quand même aussi au niveau salarial. Mais c'est vrai qu'au niveau du prestige, aller jouer contre Flamengo, contre Fluminense, contre Cruzeiro, enfin tout ça, ça peut aussi faire rêver un footballeur, et qu'un footballeur, ça a aussi le droit de rêver et pas de penser qu'au pognon. Elias Recham me dit: Strasbourg n'a pas été capable de battre Angers à domicile et va maintenant enchaîner Lille, Marseille, Lens et le PSG. Une série de 5 matchs sans victoire nous pend au nez et peut-être nous mettre dans le dur. Es-tu également de cet avis? Il est évident que le calendrier de Strasbourg est difficile sur les 4 prochains matchs. Mais ça veut aussi dire, c'est la palissade ce que je vais dire, c'est que derrière, le Racing aura des matchs forcément plus faciles. Donc oui, il va falloir certainement faire le dos rond pendant ces matchs-là, essayer de grappiller quelques points, et puis de toute façon le projet du Racing ne va pas se mettre en place comme ça, comme par miracle du jour au lendemain. Niri me dit, je me doute bien que les questions vont affluer là-dessus. Que penses-tu du gros coup Rabiot? Belle affaire pour le club, même s'il va y avoir des sacrifiés et choix étonnants pour le joueur, non. Quand tu vois que Rabiot a eu la possibilité d'aller au Milan AC, à Manchester United ou en Arabie Saoudite pour faire un très gros contrat, c'est vrai que le voir arriver à l'OM, ça a quelque chose d'un petit peu incongru, de sportivement peu explicable, puisque Marseille joue pas de Coupe d'Europe et que Rabiot n'a pas tellement de temps à perdre à ce niveau-là. Après, que ce soit un joueur formé au PSG, c'est pas le premier, c'est pas le dernier. Je pense qu'on s'en fout un peu de ça. C'est évident que d'un point de vue sportif, c'est un très gros coup pour l'OM. Après, il faudra trouver la bonne formule avec Højbjerg. Je pense que je serais assez étonné que le milieu soit composé de Højbjerg, Kondogbia et Rabiot. Donc peut-être que c'est Kondogbia qui va payer les frais de cette arrivée. Alex Nissa du 06 me dit: Monaco qui va affronter le Barça jeudi en Ligue des Champions. Que penses-tu du Barça version Hansi Flick dans ce bon début de saison des Catalans? Quelle va être la clé côté Monaco pour pouvoir inquiéter ce Barça? Je pense que déjà, avant de vouloir inquiéter le Barça, il va falloir résister au Barça, qui a une attaque extrêmement complémentaire. Je veux dire, le recrutement d'Olmo me paraît être vraiment
magnifique, mais en même temps, j'aurais dit ça, quel que soit le club qu'aurait choisi Olmo. Je trouve que c'est un joueur formidable, qui est capable de faire énormément de choses sur le plan offensif, sur tout le front de l'attaque, qui est précis, qui est adroit. Et c'est une recrue magnifique. Yamal est évidemment merveilleux. Lewandowski est toujours là. Défensivement, ça reste quand même très intéressant. Et c'est vrai que d'une équipe extrêmement friable, avec finalement très peu de retouches, et peut-être un autre coach aussi, Barcelone montre un autre visage. Comment Monaco peut contrer? Je pense que Monaco a montré cette saison de très bonnes aptitudes sur le plan défensif, puisqu'ils ont encaissé qu'un seul but en 4 matchs sur un penalty de Lens. Donc voilà, il faut que Monaco soit le plus solide défensivement possible, et puis par contre il faut qu'il soit un petit peu plus réaliste en attaque, ce qui n'a pas été le cas depuis le début de la saison. Gaël MDLE me dit: As-tu le même avis négatif que moi sur cette Coupe Davis? Oui, j'ai quasiment rien regardé, j'ai juste regardé Alcaraz-Humbert, qui était d'ailleurs un excellent match. Voilà, ça arrive comme un cheveu sur la soupe dans une saison qui est incroyablement longue. En même temps, les joueurs, que ce soit Djokovic, Sinner qui participera aux phases finales, Alcaraz, ils ont l'air d'adhérer au projet. Donc ça, c'est plutôt bon signe pour la suite. Mais ça n'a plus évidemment l'éclat de la Coupe Davis d'antan. Mais enfin, en même temps, la Coupe Davis d'antan, ça prenait un week-end par tour. Et dans un calendrier surchargé, c'est très compliqué de trouver autant de place. Yvous me dit: la nouvelle formule de la Ligue des Champions n'occulte-t-elle pas l'Europa League, dont on ne parle presque plus, et nos 2 représentants Nice et Lyon ne sont-ils pas inquiétants en ce début de saison? Si tu veux, on en parle peu parce que en même temps, elle n'a pas encore commencé, et qu'il est évident aussi que cette nouvelle formule élargie de Ligue des Champions occulte et je dirais presque écrase l'autre compétition européenne, dont de toute façon, il faut pas se leurrer, les équipes commencent à ne la jouer sérieusement que lorsqu'on arrive en quart de finale. Sinon, ces matchs européens arrivent dans la gestion globale des clubs. Voilà, c'est un petit peu dommage, mais de toute façon, plus on multiplie le nombre de matchs, moins on place haut l'importance des résultats. Évidemment, si tu joues tous les 3 jours, tout le temps, forcément, une défaite ou une victoire, ça passe très rapidement aux pertes et fracas. Yvous, Mbemba à Marseille, Lopez à Lyon, Mbappé à Paris, le milieu du foot ne donne pas la meilleure image qui soit. Est-ce révélateur d'une brutalité croissante dans les coulisses du foot, notamment dans le rapport à l'humain dans ce milieu? Je suis pas certain que ce soit très nouveau. Je pense aussi que il y a une correction au niveau des salaires qui est en train d'essayer d'être effectuée par beaucoup de clubs. Après, on a tous les exemples. On a Mbappé qui est en conflit avec le PSG parce qu'il va au bout de son contrat. On a Mbemba qui est en conflit parce que il veut pas partir. Lopez parce qu'il a été écarté. Donc ce sont à chaque fois des cas différents. Mais le résultat est le même. C'est loft, pression, mise à pied, même pour ce qui concerne Mbemba. Et c'est vrai que voilà, les contrats, c'est fait pour être respecté. Encore une fois, je le répète si souvent, les contrats, ils sont faits pour être honorés et respectés par tout le monde, par les joueurs, mais aussi par les clubs. Et là, dans les cas qu'on parle, c'est plutôt les clubs qui jouent pas le jeu. Alex Nissa du 06 me dit: Montpellier en pleine crise, avec 1 point en 4 matchs, seulement 2 buts marqués, surtout très encaissés. Le Montpellier-Auxerre du week-end prochain peut-il valoir déjà très cher? De toute façon,
tous les matchs entre les équipes concernées par le maintien cette saison vont vouloir très cher. Il est évident que celui-là, il arrive dès la 5e journée, donc il est évident que un échec à domicile de Montpellier plongerait cette fois vraiment le club héroltais dans la crise. Disons que dans les 4 premiers matchs joués par Montpellier, il faut pas oublier qu'il y a Strasbourg, qui est un outsider du championnat, et puis Paris et Rennes. Mais c'est vrai que l'impression de renoncement laissée par cette équipe de Montpellier est extrêmement inquiétante. Alex Nissa du 0-6. Nice a été défait 2-0 au Vélodrome samedi. J'ai lu beaucoup de monde parler de matchs positifs dans le contenu. Ce que j'ai du mal à comprendre, partages-tu mon avis, tant que Rouli n'a pas eu tant d'arrêt que ça à faire? Non, il n'a pas eu tant d'arrêt que ça à faire, mais il y a quand même eu 3 poteaux. Donc c'est pas anodin non plus. Je pense que le vrai problème de ce match, c'est que Nice n'est pas marqué, parce que Nice a eu des opportunités. Disons que c'est pas un match rassurant, c'est pas non plus un match inquiétant non plus pour Nice. En même temps, c'est vrai que pour l'instant, on sait pas encore trop quoi penser du réel niveau du gym. Qu'est-ce qu'il y a, Edison? Tu ronfles? Hartmann07 me dit: après un début de saison mitigé pour Manchester United, pensez-vous que Ten Hag est encore l'homme de la situation? Où voyez-vous United à la fin du championnat de Premier League au classement? Le problème, c'est que je pense qu'il y a des équipes qui sont beaucoup mieux équipées que Manchester United. Je pense que Manchester City, Arsenal et Liverpool sont nettement au-dessus. Donc ça veut dire déjà que finir 4e pour Manchester United, ce serait en soi un bon résultat, ce qui ne peut évidemment pas être satisfaisant pour un club de la dimension de United. Après, bon, faut aussi appeler un chat un chat. L'équipe n'est pas non plus extraordinaire sur le papier. Et c'est vrai que les méthodes de Ten Hag, cette sorte d'autoritarisme batave me gratte un peu. Oh, bah, excusez-moi, il ronfle. Chouchaki me dit: que penses-tu du transfert de Bertrand Latour sur Canal+? Quel est ton avis concernant le journaliste? Le connais-tu? Penses-tu que c'est un bon recrutement pour le CFC? Alors écoutez, je ne vous surprendrai pas en vous disant que je ne regarde pas le CFC, pour des raisons que vous comprendrez aisément. J'ai juste vu l'intervention de Bertrand hier sur le PSG, que j'ai trouvé absolument excellente. De toute façon, c'est un jeune qui a énormément de qualité, qui a un vrai franc-parler, et qui a des opinions, ce qui déjà en soi lui fait un grand avantage par rapport à beaucoup de monde, y compris sur le plateau. Donc voilà, écoutez, beaucoup de gens, et j'avais d'autres questions sur lui cette semaine, me disaient: est-ce que c'est le Pierre Ménès de la nouvelle génération? Est-ce que c'est ton successeur? Si le Canal Football Club me cherche un successeur, eh ben ça veut dire que quelque part je manquais. Je prends ça pour un compliment déguisé. Voilà, moi je ne souhaite que du bonheur à Bertrand et à l'émission. J'ai là aussi passé l'âge de la rancœur et de la rancune. Fred Lichtel me dit: après le nul du Racing Club de Strasbourg, comment expliquer cette différence de jeu entre la première et la seconde mi-temps? Faut voir que sur les 4 premiers matchs de championnat, Strasbourg a mené 4 fois au score et n'a gagné qu'un seul match contre Rennes. C'est donc déjà un problème. Je pense que la tactique de Rosseignor est à la fois trop risquée au niveau de la relance courte et
trop énergivore, et surtout que ça fait 2 matchs de suite où je trouve qu'il ne fait pas les bons changements au milieu, alors qu'il a des solutions, notamment le jeune Sénégalais Diong qui est vraiment très puissant. Donc voilà, d'abord c'est une équipe qui a énormément changé, qui doit aussi trouver ses nouveaux automatismes. Là encore une fois, il y a Nanasi qui faisait que son 2e match et qui jouait avec Moreira derrière lui, alors que d'habitude c'est Caleb Wiley. Voilà, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Je suis juste un tout petit peu inquiet de l'entêtement de Rosenior en termes de coaching.